CNA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé. On est chez Uniprix Santé, Daniel Lachance, ici sur Boulevard Taché. Daniel Lachance, pharmacien, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de la gestion de la douleur. Parce que l'autre chronique, on a parlé d'arthrite, d'arthrose, d'ostéoporose. Et là, est-ce que c'est une suite des choses pour parler de la gestion de la douleur par rapport à ces maladies ou... Ben oui, ça peut. En fait, on effleure un peu le soulagement de la douleur dans l'arthrose puis l'arthrite. Sauf que, bon, il y a différents types de douleurs. Des fois, les gens viennent, se demandent pourquoi il y a plusieurs médicaments pour la douleur, puis pourquoi il y a... des fois, on va suggérer tel médicament ou tel autre médicament pour des situations X. Puis des fois, ils ne savent pas trop pourquoi on va vers tel ou tel médicament dans certaines situations. C'est parce que c'est pas tous les types de douleurs. En fait, il y a différents types de douleurs. Et puis, les médicaments vont agir de façon meilleure sur certains types de douleurs. En fait, il y a trois grandes familles de douleurs. Il y a la douleur somatique. Douleur somatique, c'est si je te pile sur le pied, tu vas savoir où tu as mal. Donc, douleur articulaire, fracture, douleur musculaire, tout ce qui est une blessure franche, là, dans le fond. Puis, on est capable, souvent, pour ce type de douleur-là, on est capable de dire où on a mal, puis de façon précise. C'est très facile d'identifier la douleur. Somatique. Douleur somatique. Donc, okay. Ensuite, il y a la douleur viscérale. Meilleur exemple pour ça, mal au ventre, c'est diffus. On sait à peu près où on a mal, mais on n'est pas capable d'identifier un endroit précis. Les douleurs reliées au cancer ou après une chirurgie générale, douleurs un peu diffuses, mais je ne peux pas dire j'ai mal là. Puis à la palpation, ça ne va pas nécessairement augmenter la douleur. Fait que, une douleur un peu diffuse, souvent au niveau des organes internes ou qu'on n'est pas capable d'identifier précisément, qui peut être aussi une douleur référée. Dans le fond, la douleur référée, c'est que, mettons, j'ai mal dans l'épaule, mais ma douleur, finalement, c'est parce que j'ai un problème hépatique, mais ma douleur, je la sens dans l'épaule. C'est parce que c'est les mêmes tissus nerveux, donc c'est une douleur référée. Donc, c'est un peu plus diffus. Puis ensuite, la troisième grande famille de douleurs, c'est les douleurs neuropathiques, donc qui sont dues à des compressions nerveuses, donc qui sont dues à un problème qui vient des nerfs, finalement. Souvent, les gens, par exemple, les douleurs des hernies discales qui ont une compression sur les nerfs, puis qui va avoir comme un brûlement. Les gens vont dire que ça brûle, mettons, dans le bras ou dans la jambe, donc, qui sentent vraiment comme un brûlement, picotement, grésillement. Donc, souvent difficile les gens ont de la misère un peu à la définir, cette douleur-là, mais souvent, ce qui revient, c'est brûlement, picotement. Puis, dans le fond, les douleurs après un zona. Donc, les douleurs post-zona sont des douleurs neuropathiques aussi, dans le fond, parce que ça abîme les terminaisons nerveuses. Donc, ça fait un brûlement en dessous de la peau, vraiment, qui est incommodant. Les névralgies du trijumeau, névralgie faciale, là, qui sont dues à un problème des nerfs. Donc, toute douleur qui est due soit à un abîmement des terminaisons nerveuses ou une compression des nerfs, par exemple dans les hernies discaux, dans les problèmes de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Donc, qui dit différents types de douleurs, dit différents médicaments pour traiter ces douleurs-là. Dans le fond, souvent, la douleur somatique. Donc, une fracture du bras, une entorse à une cheville, tout ça. C'est les anti-inflammatoires qui sont les médicaments les plus efficaces. Plus efficaces que la morphine et ses dérivés, là, les opioïdes. Ah ouais? Dans le fond, pour ce type de douleur-là, oui. Je ne dis pas qu'on n'utilisera jamais la morphine parce qu'il y a des gens qui ont des contre-indications aux anti-inflammatoires qui peuvent en prendre pour raison d'interaction médicamenteuse, problèmes de santé, problèmes cardiaques, ulcères d'estomac ou tout ça. Donc, certains patients ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoires, mais pour les gens qui n'ont pas de contre-indication ou qui peuvent en prendre sur une courte période sans trop de risques, les anti-inflammatoires comme ibuprofène, naproxène, diclofenac, la cortisone, à la limite, qui est un anti-inflammatoire, mais stéroïdien. Des fois, on va aller vers ça chez les patients, justement, qui ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le naproxène ou le Advil. Mais la morphine, il n'y a pas un peu de danger d'habitude ou d'accoutumance? Oui, on va y venir tantôt. Okay. Fait que, dans le fond, je parlais de la cortisone, pas de la codéine. Fait que la cortisone qui est un anti-inflammatoire aussi, mais souvent qu'on va garder dans certains cas précis.
Mais dans le fond, c'est vraiment les anti-inflammatoires qui sont le plus efficaces dans la douleur somatique. Fait qu'on se casse un bras, on se foule une cheville, c'est le premier choix au niveau douleur. C'est vraiment ça qui va être le plus efficace, mais il faut vraiment s'assurer qu'on n'a pas de contre-indication si on prend de la médication régulière ou pas. Douleur viscérale. Donc, douleur de cancer, douleur après une chirurgie générale, mettons, on se fait enlever l'appendice suite à un appendicite. Douleur qui vient d'un organe quelconque. Là, c'est là que les opioïdes sont les plus efficaces. Donc, la morphine et ses dérivés. Donc, c'est pour ça que souvent, en post-chirurgie, on envoie fréquemment des petites quantités pour quelques jours. Fait que oui, il y a toujours le risque d'accoutumance ou d'overdose, de dépression respiratoire si on augmente les doses. Ceci dit, c'est pour ça que dans ces situations aiguës-là, on va prescrire habituellement des petites quantités pour couvrir quelques jours. Puis on dit aux gens vraiment de respecter la posologie. Si on respecte la posologie, il n'y a pas de problème à développer la dépendance. Souvent, ce qu'on veut éviter, c'est que si les gens augmentent d'eux-mêmes les doses puis qu'ils vont chercher l'effet euphorique, parce qu'aux doses prescrites pour la douleur, habituellement, on ne va pas être buzzé, on peut être amorti un peu, légèrement somnolent, mais on ne va pas chercher un buzz avec ça. Si les gens décident, quand on peut être 4-5 d'eux-mêmes, là, on peut aller chercher l'effet euphorique, aussi l'effet qui est risqué au niveau de la dépression respiratoire si on dépasse un peu trop cet effet-là. Puis là, c'est là qu'on active ce qu'on appelle le circuit de la récompense, puis dans le fond, que le fun vient avec, là, puis le cerveau en veut d'autres. C'est là qu'on peut développer ça. Mais c'est un risque qui est présent. On ne sait pas toujours quels patients vont avoir cette propension-là à développer la dépendance, parce que c'est pas tout le monde qui a une propension à devenir alcoolique ou à développer rapidement des dépendances, mais il y a des gens qui ont des propensions génétiques à développer facilement des dépendances, puis ceux-là, on ne les connaît pas d'avance, pas marqué dans le front. Donc, il faut être prudent quand on donne des opioïdes à des patients pour la première fois. Il faut quand même parler de ce risque-là, puis de vraiment leur dire de ne pas augmenter eux-mêmes leur dose. Des fois, les gens, ils ont juste mal, là, ils veulent se soulager. Des fois, on leur dit d'essayer de nous parler avant, parce que des fois, il y a peut-être d'autres solutions pour leur douleur, parce que, par exemple, est-ce qu'il y a une douleur neuropathique qui est reliée à leur douleur viscérale, puis ça va être un autre type de médicament, ou une douleur somatique, puis on va utiliser un autre type de médicament qui va être plus efficace que la morphine, puis qui va éviter d'augmenter les doses, puis de développer cette dépendance-là. Mais oui, il existe la dépendance aux opioïdes, il ne faut pas s'en cacher. Par contre, c'est des médicaments qui sont hyper utiles. Aussi, les gens associent des fois morphine à la fin de vie. Ce n'est pas nécessairement relié. Comme je vous ai dit, dans les douleurs viscérales, c'est un très bon choix en post-op, tout ça. Puis, c'est pas parce que des fois, on donne de la morphine pour des douleurs chroniques, on est en fin de vie. Ça a son utilité. C'est des bons médicaments s'ils sont utilisés de la bonne façon, puis bien surveillés. Puis, il faut que les gens, quand ils se rendent compte qu'ils ont une tendance à aimer ça, bien, qu'ils en parlent tout de suite. Là, parce que, dans le fond, on va mieux contrôler leur prise de médicaments pour pas qu'ils développent cette dépendance-là puis que ça amène à d'autres problèmes. D'ailleurs, chez des patients qui ont des douleurs chroniques à qui on donne de la morphine, des fois même longue action ou de façon chronique, souvent on va leur enseigner, on a des médicaments d'urgence, le Narcan qui est intranasal, si on a une surdose assez sévère, assez pour avoir une altération de la conscience ou quelqu'un qui se trompe dans ses doses, qui en prend trop, on va envoyer l'analoxone intranasal, puis on peut sauver des vies avec ça. Fait que c'est important. D'ailleurs, si les gens qui prennent des opioïdes de longue action ou de façon chronique, qui ont des bonnes doses, puis c'est bon d'en avoir toujours un à la maison, parce que sans nécessairement volontairement prendre plus de doses, il y a des gens qui se trompent, des fois ils ont des bonnes doses, mais ils se trompent, ils l'ont pris 2 fois, puis ils ont assez des grosses doses pour que ça devienne dangereux. Fait que, c'est pas nécessairement volontaire. Des fois, juste une erreur, ça peut amener des complications. Ou, des fois, si vous connaissez des gens qui prennent dans la même maison ou dans votre entourage des opioïdes, ou ceux, des fois, que vous avez peut-être une inquiétude à savoir s'ils l'utilisent de la bonne façon, qu'il y a un risque de surdose, c'est peut-être bon, vous, d'en avoir un aussi. On peut servir pour les proches des patients qui ont des opioïdes ou qui sont en contact avec des consommateurs. On peut donner ce médicament d'urgence-là pour que les gens aillent sur eux. On ne peut pas nuire avec ça, on peut juste sauver une vie. Fait que, petit message on the side comme ça. Pour en venir vers la 3e grande famille de douleurs, la douleur neuropathique, qui est une des plus dures à soulager. Ceci dit, le brûlement qui lance là, avec roséanie discale qui va jusque dans le pied des fois, là, puis ça brûle, puis les gens, là, ça les empêche de dormir. La douleur post-zona, des fois les gens qui ont une zona là, dans ce qu'ils appellent la ceinture de feu. Hein, fait que, mais c'était pas pour rien, c'est que ça brûle vraiment beaucoup.
C'est dû à quoi? C'est quand il y a la charge virale puis les lésions, ça abîme les terminaisons nerveuses. Puis ça, ben, ça ne se régénère pas, hein, les nerfs, ou à très, très, très peu. Là. Donc, la douleur peut durer des mois de temps. Là. Fait que c'est important de nous consulter. On peut soulager cette douleur-là. Mais souvent, ce n'est pas des antidouleurs conventionnels. La morphine est peu efficace. Là. Ça peut des fois être chez les gens qui ont de la misère à contrôler, on peut l'essayer pour voir si ça donne un potentiel positif là, sur ce soulagement de la douleur-là, mais habituellement moins efficace pour ce type de douleur-là. Les anti-inflammatoires aussi, pas vraiment super efficaces, malheureusement. Souvent, on se tourne vers des médicaments complètement différents. Il faut aller calmer l'influx nerveux, donc on travaille avec des médicaments qui vont jouer sur l'influx nerveux. Des fois, on se tourne vers des antiépileptiques. Avec le gabapentin, était à l'époque, on a développé le prégabalin qui ressemble un peu, qui a été mis à marcher pour la douleur, mais qui est sous même structure chimique qu'un anti-épileptique qui était le gabapentin. D'autres anti-épileptiques, la carbamazépine ou dans la névralgie du trijumeau, les antidépresseurs tricycliques qu'on utilise aussi dans ce type de douleur-là, parce que dans le fond, c'est un problème qui est nerveux, donc il faut aller vraiment calmer l'influx nerveux de la douleur. Donc, on travaille avec des médicaments qui travaillent sur le système nerveux, vraiment, puis c'est ça qui va mieux fonctionner pour ce type de douleur-là. Donc, on est dans l'action encore une fois. Toujours. C'est au moins une fois par chronique. Oui, c'est ça. Il faut être constant. Donc, fait que c'est ça. Fait que des fois, là, les gens vont arriver à la maison, vont lire, ils vont prescrire un antidépresseur. Je ne suis pas dépressif, non, ça n'a rien à voir. C'est qu'on utilise l'effet du médicament sur le système nerveux pour atténuer l'effet de la douleur neuropathique. Fait que même chose, s'il arrive, on vous arrive à la maison, puis c'est un anti-épileptique, moi je l'avertis toujours mes patients. Maintenant, les gens vont toujours sur Google là, quand ils arrivent à la maison, quand on prescrit un nouveau médicament. Fait que je leur dis, là, si vous voulez voir sur Internet, là, et on vous dit que c'est pour l'épilepsie en premier. Mais ça a été mis à marcher pour l'épilepsie, mais aujourd'hui, on l'utilise pour aussi certains types de douleurs. Même chose pour les antidépresseurs tricycliques, qu'on n'utilise pratiquement plus pour la dépression aujourd'hui, qu'on utilise pratiquement seulement pour la prévention des migraines et les douleurs neuropathiques. Mais quand ça sort encore dans la classe des antidépresseurs. Mais dans le fond, un médicament, c'est pas une chose pour laquelle il a été mis en marché. On regarde son mécanisme d'action puis comment il peut aider les gens dans différentes... Le nom reste, mais ça ne veut pas dire que... Exactement. Ça veut pas dire qu'on est en dépression parce qu'on prend l'antidépresseur. Exactement. Mais comme on avait parlé de l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde la dernière chronique, on utilise l'hydroxychloroquine qui est à la base un antiparasitaire, mais qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un effet anti-inflammatoire au niveau sanguin qu'on utilise en prévention des crises d'arthrite. Fait que, mais quand la première indication, ça demeure un antiparasitaire. Avec les gens qui regardaient ça, j'ai de l'arthrite, j'ai pas de parasite. Là, fait que, les médicaments ne sont pas encanés dans une seule même chose. Des traitements de chimio qu'on utilise aujourd'hui à plus basse dose pour contrôler les maladies inflammatoires. Fait qu'un médicament n'est pas une seule chose. Et puis dans le fond, ça va être utilisé dans différents... Le monde de la santé a évolué aussi, là. Exact. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'il faut regarder comment il agit puis comment il peut aider. Fait que c'est ça. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Comment on fait pour... Parce que là, tu expliques les 3 catégories. Et comment on fait pour savoir laquelle est laquelle? C'est au questionnaire, souvent. Est-ce que c'est le médecin? Mais pour un diagnostic officiel de qu'est-ce qu'on a, nous, on peut questionner les gens puis on peut avoir une bonne idée du type de douleur. Comme, mettons, nous, on a un patient, par exemple, on a certaines ordonnances collectives pour traiter la douleur. J'ai un patient qui s'est fait un entorse à une cheville. Je sais très bien que c'est correct. C'est une douleur somatique. On va le traiter en tant que tel. J'ai un patient qui vient me voir, ça y brûle tout le long du corps, mais il a fait un zona. On l'a traité pour un zona la semaine précédente. Je sais que je peux lui prescrire du prégabalin. C'est fort probablement des douleurs secondaires à son zona. Donc, il va avec la logique. Je ne peux pas poser un diagnostic. Par contre, par le questionnaire, je peux savoir quel type de douleur puis comment mieux le soulager. Souvent, aussitôt qu'on parle de douleur viscérale, si c'est bénin puis ça dure quelques jours, on peut avoir mal au ventre pendant quelques jours puis ça peut être juste du côlon irritable. Mais quelqu'un qui a une douleur assez sévère au niveau viscéral, souvent, là, on va référer au médecin pour aller passer des échos parce qu'on va aller déterminer qu'est-ce qui se passe là. Fait que là, le médecin va entrer en ligne de compte. Mais sinon, on est capable, au questionnaire, d'aller déterminer, selon ce que le patient nous dit, aller déterminer c'est quel type de douleur. Puis on a maintenant 2 infirmières. Alors, on peut venir voir le pharmacien, mais il y a 2 infirmières maintenant chez Unipri qui peuvent donner le service. Alors, on est encore plus présent pour aider et soutenir les gens. Certainement.
Daniel, merci beaucoup. Merci. C'est toujours intéressant. J'ai appris ça aujourd'hui qu'il y a 3 catégories. Même avec la dernière chronique, là, la différence entre... Tu sais, on est porté, on n'a pas la formation que tu as. C'est confus chez les gens. Des fois, que les gens se disent « Ah, OK, c'est ça. » Je fais de l'arthrite, mais c'est peut-être pas de l'arthrite, c'est peut-être de l'arthrose. Alors moi, j'apprends beaucoup, probablement que les gens qui nous regardent aussi. Merci beaucoup. Daniel Lachance, que vous pouvez consulter ici au 5 boulevard HS, ou encore des fois, il est sur l'avenue de la Fabrique, donc Uniprix Daniel Lachance. C'est un rendez-vous qu'on se donne pour la prochaine chronique. Merci Daniel. Merci. Ça complète.